Il a subi l'humiliation devant toute l'école. Mais personne ne savait qu'il était champion de karaté. Un seul geste aurait suffi pour se venger. Pourtant, il a choisi le silence. Et ce silence a tout changé. Dans un monde où les apparences règnent, un jeune homme va prouver que la véritable force, ce n'est pas de frapper, mais de se maîtriser. Abonnez-vous maintenant à Moral History. Cliquez sur le bouton « J'aime ». Et dites-nous en commentaire de quelle ville vous regardez cette vidéo. Parce que parfois, le plus grand combat, c'est celui qu'on mène à l'intérieur. Le matin se lève sur le lycée Jean Moulin de Lyon. Un bâtiment moderne de verre et d'acier, reflet d'une Europe fière de sa diversité, du moins en façade. Dans la cour, les drapeaux européens flottent au vent, symbole d'unité. Pourtant, derrière les sourires polis, les clics s'alignent selon les origines. Les marques de vêtements, les statuts familiaux. Le silence social est bien plus lourd que les cris de la récréation. Parmi la foule, Malik Ndour, 17 ans, traverse la cour tête basse, sac sur une épaule. Sa peau brune contraste avec l'uniforme bleu pâle du lycée. Discret, observateur, il parle peu. Ses professeurs disent de lui qu'il réfléchit avant d'agir. Ce qu'ils ignorent, c'est qu'il s'entraîne chaque soir dans un dojo modeste, guidé par la rigueur du karaté Shotokan. Là, loin des regards, il devient quelqu'un d'autre, précis, calme, puissant. À l'école, il se fond dans la routine. Cours de philosophie, pause à la bibliothèque, solitude du déjeuner. Il garde tout pour lui, ses rêves, ses colères, son héritage. Car ici, la différence attire les rires discrets, les jugements murmurés. Il a appris à se taire, à observer. Dans ce microcosme européen qui se vante de tolérance, Malik sait qu'un faux pas suffirait à le cataloguer. Alors il reste dans l'ombre, maîtrisant son corps comme son esprit. Jusqu'à ce jour où un simple verre renversé fera éclater le masque du lycée parfait et révélera que même le calme peut frapper plus fort que la violence. Midi. Le bourdonnement de la cantine résonne comme un essaim nerveux. Les plateaux glissent, les rires éclatent. Et dans cette cacophonie parfaitement ordinaire, les regards se croisent, s'évaluent. Malik s'installe à une table au fond, un livre d'histoire posé à côté de son assiette. Il observe sans parler, espérant qu'on l'oublie. Mais le calme attire toujours les tempêtes. Lucas Dufresne, le fils du député local, entre entouré de ses amis. Polo repass. Montre brillante, assurance arrogante. Son sourire respire la domination tranquille de ceux qui n'ont jamais eu à se battre pour exister. En apercevant Malik, il s'approche, feignant l'amabilité. Alors, le philosophe du fond, tu lis encore au lieu de vivre? Sans attendre de réponse, il renverse délibérément son verre de jus d'orange. Le liquide se répand sur le livre, coule lentement sur la table, goutte à goutte. Un silence s'abat, puis des rires. Des téléphones se lèvent. Malik reste immobile. Son regard, fixe, calme, déstabilise Lucas un instant. Sous la table, son poing se ferme. L'instinct du combattant refait surface. Une respiration, 2. Il se lève, nettoie le livre trempé et quitte la salle sans un mot. Les rires redoublent, mais quelque chose change. Une tension silencieuse s'installe. Ceux qui ont filmé sentent qu'ils ont peut-être capté plus qu'une simple humiliation. Car Malik, en quittant cette cantine, ne tourne pas le dos à la honte, il entre dans son voyage. La porte de la cantine claque derrière lui. Malik marche d'un pas rapide, le cœur battant sous sa chemise trempée. Chaque respiration est un combat contre l'instinct. Ses doigts tremblent, pas de peur, mais de rage. Un seul coup, juste un, pense-t-il. Il le voit mentalement, Lucas projeté au sol, son sourire effacé. Il sait qu'il en a la capacité, mais il se souvient aussi des mots de son maître. Le vrai karatéka ne prouve rien. Il se prouve à lui-même. Dans les vestiaires du gymnase, Malik Essasoit. Le carrelage froid sous ses pieds nus apaise un peu le feu intérieur. Il ferme les yeux, respire profondément. Autour de lui, les rires étouffés des élèves continuent d'échoer depuis le couloir. La honte revient, brûlante. Pas d'avoir été humilié, mais de s'être tu. Le soir, à la maison, sa mère remarque son silence. Elle veut parler, il répond vaguement. Elle ne sait pas qu'il a vu, sur les réseaux du lycée, la vidéo déjà virale, le « prince du jus d'orange ». Comme il l'appelle. Des centaines de vues, des commentaires moqueurs. Certains compatissants, la majorité cruelle. Devant son miroir, Malik fixe son reflet. Dans ses yeux sombres, une tempête qu'il retient à grand-peine. « Si je frappe, je perds tout », murmure-t-il. Puis il lève lentement ses poings, salue son propre reflet comme au dojo.
Le combat ne sera pas physique. Pas encore. Mais ce soir-là, un mur invisible se fissure. La colère ne disparaît pas. Elle se transforme en promesse. Le lendemain, la pluie bat les vitres du lycée Jean Moulin. Les couloirs semblent plus calmes. Mais Malik sent les regards, les murmures. Le monde entier a vu la vidéo. Le monde entier, ou du moins, ce petit univers européen qui juge en silence. Dans le couloir des professeurs, une voix douce l'interpelle. Malik? Un instant, s'il te plaît. C'est Madame Diarra, professeure de philosophie, originaire du Sénégal. Elegante. Posée, un regard capable de traverser les masques. Elle lui tend un mouchoir, pas pour ses mains, mais pour son orgueil. J'ai vu la vidéo, dit-elle calmement. Et j'ai vu ton regard. Tu aurais pu frapper. Tu ne l'as pas fait. C'est déjà une victoire. Malik baisse les yeux, honteux. Une victoire? Tout le monde rit de moi. Non, ils rient parce qu'ils ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas. Tu es fort, mais la vraie force, c'est celle qui choisit quand se taire. Elle l'invite à s'asseoir. Sur son bureau, des livres d'Aristote, de Sénèque, et un vieux manuel de karaté. Malik Surit, surprise. Vous connaissez? Mon frère était karatéka. Il disait que l'Europe a inventé la philosophie, le Japon la discipline et l'Afrique la dignité. Les trois ensemble font un homme complet. Ces mots pénètrent comme une flèche tranquille. Ne rends pas les coups, Malik. Brins la lekon. Montre-leur que ton silence est une arme. Quand il quitte la salle, la pluie a cessé. Il ne sait pas encore comment se battre sans frapper. Mais pour la première fois depuis longtemps, il sait pourquoi. 2 jours ont passé depuis la rencontre avec Madame Diarra. Malik ne fuit plus les regards. Il marche lentement dans les couloirs. Le dos droit. Les moqueries persistent. Mais son silence a changé de nature. Il n'est plus celui du repli, mais de la préparation. Sous son calme, un plan se forme, méthodique, précis, comme un kata invisible. Ce soir-là, il rejoint Léon, un camarade belge discret, passionné de cinéma et de justice. Dans la salle du club vidéo, éclairée par la lumière bleue des écrans, Malik parle enfin. Je veux faire un projet sur la force tranquille. Pas une vengeance. Une vérité. Léon hoche la tête. On montrera ce que les gens refusent de voir. Pas la bagarre, mais le courage de ne pas frapper. Il commence à filmer les couloirs. Les visages, les contrastes entre les discours affichés sur les murs, respect, tolérance, égalité, et les rires moqueurs des groupes. Malik apparaît rarement à l'écran, mais son ombre plane sur chaque plan. Plus tard, au dojo, il s'entraîne plus durement que jamais. Chaque coup porté à l'air devient une question. Comment combattre l'injustice sans trahir mes valeurs? Sous le néon tremblant, sa sueur se mêle à la lumière. Le seuil est franchi. Malik ne veut plus se défendre. Il veut transformer la peur en message. Dans le miroir du dojo, il se regarde. Son reflet ne tremble plus. Le combat vient de commencer. Mais cette fois, c'est le monde entier qu'il compte défier. Le projet vidéo de Malik et Léon prend forme. Chaque image capturée devient un miroir tendu au lycée. Les sourires de façade, les phrases bienveillantes affichées au mur. Et derrière, les regards qui jugent. Peu à peu, les élèves s'y intéressent. Certains veulent participer, d'autres craignent de faire des vagues. La vérité, ici, dérange plus que la violence. Mais tout bascule un jeudi. Pendant la pause, Malik découvre que son entraînement secret, filmé dans le dojo par Sophia, sa camarade et amie, a été publié sur le réseau du lycée. Le sage du karaté, disent les commentaires ironiques. La trahison est douce et froide. Quand il la confronte, Sophia détourne les yeux. Je voulais juste que les gens voient qui tu es vraiment. Non, tu voulais qu'il m'expose, répond-il calmement. Les moqueries reprennent, plus subtiles cette fois. Le proviseur, craignant un scandale, convoque Malik pour préserver l'image de l'établissement. Les mots sont polis, mais vides. Malik sort du bureau avec une certitude brûlante. Le système protège les apparences, pas la justice. Ce soir-là, au dojo, il s'agenouille devant le tatami. Ses poings touchent le sol. Sa colère n'est plus contre Lucas, ni contre Sophia, mais contre cette hypocrisie qui étouffe la vérité. Alors il jure intérieurement. S'ils refusent de voir, je les forcerai à regarder. Le masque social vient de se fissurer, et derrière, le vrai combat commence. Le mois de mai approche, et avec lui, la Journée européenne de la tolérance. Le lycée s'y prépare comme à une grande cérémonie morale. Banderoles colorées, slogans imprimés, discours officiels. On célèbre l'unité, la diversité, tout ce que l'établissement a soigneusement trahi.
Malik regarde les préparatifs avec un mélange d'amertume et d'ironie. Il sait que tout cela n'est qu'un masque de plus. Pourtant, une idée naît. Et s'il utilisait cette scène publique pour dévoiler la vérité? Léon approuve immédiatement. Il retravaille le projet vidéo, plus audacieux, plus direct. Chaque plan dénonce les contrastes, les mains qui applaudissent la tolérance, puis repoussent ceux qui dérangent. Pendant ce temps, Sophia, rongée par le remords, cherche Malik. Elle lui avoue tout. C'est le père de Lucas, membre du conseil d'éducation, qui a poussé à la diffusion de la vidéo du dojo. Il voulait te faire perdre ton calme, prouver que tu es dangereux. Ces mots glacent Malik, mais ne l'ébranlent pas. Au contraire, il clarifie tout. Ce soir-là, il s'entraîne plus longtemps que jamais. Chaque kata devient un poème silencieux de résistance. Il comprend que le vrai combat n'aura pas lieu sur un tatami, mais sur une scène, devant tous, où le monde entier pourra juger. Sous la lumière vacillante du gymnase, il s'arrête, le regard fixe. Son esprit est calme, son cœur prêt. Demain, il n'esquivera plus. Demain, il parlera sans mots. La salle polyvalente du lycée déborde. Banderoles colorées, caméras d'élèves, professeurs impeccables. Tout respire la bonne conscience. Journée européenne de la tolérance. Ironie cruelle. Malik, vêtu de son kimono blanc, se tient seul au centre de la scène. À sa droite, Lucas et son père. Invité d'honneur. Le silence pèse. Madame Diarra prend la parole. Aujourd'hui, nous célébrons la paix, la différence et le respect mutuel. Elle se tourne vers Malik. Et nous accueillons un élève qui va nous offrir une démonstration de discipline et d'humilité. Malik s'avance. Les murmures montent. Il salue lentement, puis entame un kata, fluide, précis, d'une beauté silencieuse. Chaque mouvement raconte une lutte invisible, contre la haine, contre l'injustice, contre soi-même. Les spectateurs cessent de parler. Même Lucas semble hésiter. Mais l'orgueil revient vite. Il s'avance, railleur. Allez, montre-nous ce que vaut ta tolérance. Lucas pousse Malik de l'épaule. Un souffle de tension parcourt la salle. Malik ne bouge pas. Puis, d'un geste rapide, il esquive le second coup, attrape le poignet de Lucas et l'immobilise sans violence. Une démonstration parfaite de maîtrise. Aucun cri, aucune revanche. Juste le silence. Léon lance alors la vidéo sur l'écran derrière eux. Les images défilent, les moqueries, les manipulations, les mensonges du père de Lucas. La vérité éclatée. Les visages se figent. Dans ce silence pesant, Malik s'incline une dernière fois. Son regard croise celui de Lucas, non pas pour le juger, mais pour lui tendre, sans un mot, la possibilité du pardon. Le silence qui suit la projection est plus lourd que n'importe quel cri. Les rires d'hier se sont éteints, remplacés par une honte palpable. Le père de Lucas, blême, tente de s'expliquer, mais les preuves sont là, visibles, projetées sur le grand écran, ses messages, ses pressions, ses ordres. Le proviseur, rouge de confusion, cherche ses mots. Madame Diarra reste droite, impassible, témoin du triomphe de la vérité. Lucas, lui, ne bouge plus. Il regarde ses mains trembler, comme s'il découvrait pour la première fois la fragilité de sa propre force. Malik s'approche, le fixe sans colère. « Je n'ai jamais voulu t'humilier, » dit-il calmement. « Je voulais que tu saches ce que c'est, de se taire. » Lucas baisse la tête. Un murmure parcourt la salle, mélange de respect et de gêne. Les élèves applaudissent, pas fort, mais sincèrement, pas pour le spectacle, mais pour le courage silencieux. Ce jour-là, quelque chose change dans le lycée Jean Moulin. Les murs de façade craquent, les regards deviennent un peu plus humains. Le lendemain, le père de Lucas démissionne du conseil d'éducation. Lucas, suspendu, reste seul dans la cour. Malik passe près de lui, et pour la première fois, Lucas murmure « Merci d'avoir arrêté ton poing ». Malik lui répond d'un simple hochement de tête. Pas de victoire éclatante, pas de triomphe spectaculaire. Juste une paix nouvelle, fragile, mais vraie. Dans ce calme après la tempête, il comprend enfin, la justice, la vraie, ne fait pas tomber les ennemis. Elle les réveille, point les semaines passent. Le lycée Jean Moulin n'est plus tout à fait le même. Les regards ont changé, plus prudents, plus vrais. On parle désormais du jour du silence. Cette démonstration où un élève a vaincu l'humiliation sans un coup. Malik, lui, reste discret. Pas de triomphe, pas de gloire. Il continue ses cours, salue ses professeurs, rit parfois avec Léon et Sophia, revenu dans son cercle avec une sincérité nouvelle.
Un matin, une affiche apparaît dans le hall. Club karaté et citoyenneté, encadré par Malik Ndour. Certains rient encore, d'autres s'inscrivent. La première séance réunit 6 élèves, des timides, des exclus, des curieux. Malik leur parle doucement. Le karaté, ce n'est pas frapper. C'est apprendre à tenir debout quand tout te pousse à tomber. Il leur montre un kata simple, fluide. Les gestes se répètent, maladroits mais sincères. Dans ses mouvements, il voit le reflet de son propre parcours. La chute, la retenue, puis la renaissance. Madame Diarra observe de loin, un léger sourire aux lèvres. Elle sait qu'il a trouvé son élixir. La paix intérieure offerte à ceux qui en ont besoin. Le soir, Malik quitte le dojo, sac sur l'épaule. Le soleil se couche derrière les toits de la ville. Dans la rue, un élève inconnu le croise et murmure timidement. « Merci. À cause de toi, j'ai dit non aujourd'hui. » Malik sourit. Le héros est revenu parmi les siens, transformé, non pas plus fort, mais plus juste. Et dans le silence de la ville, son pas résonne comme une leçon. Le vrai courage, c'est de se maîtriser quand le monde perd le contrôle. Dans un monde où la colère semble être la seule réponse, il a choisi le silence. Là où la vengeance détruit, il a prouvé que la maîtrise reconstruit. Parce que le vrai courage, ce n'est pas de frapper fort, mais de rester debout quand tout te pousse à tomber. L'honneur n'a pas besoin de bruit. Il se reconnaît dans les gestes simples et dans le regard de ceux qui comprennent. Fin de l'histoire. Abonnez-vous à Moral History pour d'autres récits qui éveillent la conscience. Et vous, que feriez-vous à sa place ?